Chers amis, chers confrères, j'ai toujours l'habitude de commencer par chers amis, chers confrères. Je vais dire ce soir, chers amis. C'est avec une émotion non dissimulée que je vais m'entretenir avec vous derrière l'effigie d'un homme que j'ai moi aussi connu, moi aussi apprécié, que ce soit lorsqu'il venait nous chercher à l'aéroport ou lorsqu'il nous demandait des avis médicaux. Et c'est lui rendre honneur que tous les jours, nous puissions aller vers le soin des enfants, parce que il me l'a dit et il me le dit encore, et comme il vous le dit encore, continuer à travailler et à rendre service. C'est avec ce service que nous serons plus grands dans cette belle ville de Rabat. J'aime pas cette dernière syllabe de cette si belle ville, hein, j'ai envie de l'appeler Ratop, Rao, car elle est extrêmement, en termes de visite, en termes de jardin, tout à fait extraordinaire. Et j'aimerais que, quand j'ai su que c'était un hommage qu'on allait lui rendre, j'aimerais que, ensemble, nous ayons une polarité positive. Et une polarité positive, quand on la partage, elle l'est encore plus. À savoir que quand, et je remercie notre collègue de nous avoir illustré d'artistes, parce qu'effectivement, je pense que ici, toutes et tous, nous sommes des artistes avec un équilibre entre la science, la communication et la vocation. Eh bien, Picasso nous l'a vraiment montré. Est-ce que cet enfant est de face et de profil? Est-ce qu'il est les deux? Et la manière dont on va le voir, c'est comme pour les enfants, c'est comme pour les pathologies, la manière dont on va l'appréhender va avoir un rôle tout à fait important sur cette prise en charge. Une prise en charge avec un éclairage différent. Ici, comme vous voyez, le même photographe prend la même photo avec des orientations différentes, et tout à coup, la coupe de cheveux a changé. Si jamais on prend une photo derrière et que on plaque ce que nos yeux voient, il faut faire attention pour que notre cerveau ne dise pas la même chose. Il faut toujours faire attention entre l'arrière-plan et ce qu'on voit. Et de la manière dont on se positionne, vous voyez qu'il peut y avoir des choses qui peuvent éventuellement être à l'encontre de ce qu'on veut dire, de ce qu'on veut signifier. Il faut donc bien se placer. Qu'on soit médecin, qu'on soit aussi dans le règne animal, ceci est exactement la même chose. C'est la même chose quand on se place, c'est la même chose quand on parle. Si, par exemple, je vous dis « Avez-vous vu dernièrement les Kardashians ?» Tout le monde n'a pas ça en tête, vous voyez. Et donc, il faut qu'on fasse le maximum. Il faut qu'on fasse le maximum en sachant qu'il y a des fois où c'est pas possible. Alors, il y a des fois où c'est pas possible, on essaye, mais c'est pas possible. Et pourtant, regardez avec quelle pugnacité, avec quelle envie ce couple de touristes va essayer de faire une promenade sur ce bel animal que vous connaissez bien. Et pour l'instant, ils sont souriants. C'est un peu vous au début de la consultation. Et puis, il y a un moment, c'est difficile. On essaye, mais vous voyez, c'est difficile. On voit que les autres, ils y arrivent, mais nous, c'est difficile. On a beau être aidé, mais manifestement, on est dans une situation où on sent que la difficulté est au-delà de nos espérances. Donc il faut faire attention aussi entre l'évocation d'un objet et éventuellement qu'on pourrait en évoquer. Par exemple, ici, ce tableau qui est un tableau célèbre, certains
pour vous, ça évoque plutôt quand il cogne son pied sur la table basse. Donc arrêtons de nous poser des questions. Et en tant qu'émissaire français, il faut savoir que on sait qu'on est copié par les Américains, par exemple. On sait aussi que vous nous enviez avec nos grèves qui transforment la carte du métro parisien en un moyen de transport qui est peu utile, d'accord ? Et quand on nous parle de retraite anticipée, alors c'est sûr que nous, en tant que médecins, et on nous oppose à cela en disant « vous ne comprenez pas, avec cette retraite, avec ça, on va avoir moins de soucis dans notre vie privée ». Alors c'est sûr que nous, en tant que médecins, on est plutôt dans cette ambiance-là, si vous voulez. Et donc, pour aller un petit peu plus en avant, comment fuir cette agression? Alors, celui qui fuit le mieux, c'est celui qui porte son nom. Puisque en anglais, vous savez, que quand Carlos est parti, on lui dit « Carlos is gone ». Et c'est vrai que lui, il a réussi à s'échapper. Il avait depuis très longtemps anticipé, puisqu'il avait nommé des voitures qui correspondaient exactement à son chemin de vie, si je puis dire. Donc, essayons d'être ensemble, entre nous, avec des réalités de la famille, des réalités de famille avec des réalités d'égalité des sexes, avec des réalités qui sont des réalités à la fois passées et à la fois à venir. Regardez comme c'est émouvant, cet adieu qui est pour nous un bonjour. Alors j'aimerais qu'ensemble, on soit focus et qu'on soit à l'écoute les uns des autres, qu'on ne soit pas dans une ambiance de statut, mais que nous puissions réfléchir. Et je vais essayer de vous proposer, à travers des histoires cliniques, une situation qui est maintenant un concept que nous allons, à mon sens, de plus en plus établir. Donc nous commençons cette conférence avec cet enfant qui, 2 heures après l'ingestion d'un poisson, va trouver cette réaction qui est une réaction extrêmement importante, un érythème qui, comme vous voyez, est intense, avec un prurite intense, et qui correspond, vous le savez, après l'ingestion du poisson, possiblement à une allergie, mais possiblement aussi à une intolérance alimentaire suite à l'ingestion de toxiques de poisson. On le connaît, pour ceux qui connaissent Astérix, il n'est pas frais mon poisson, ça s'appelle la scombroïdose, et Patrick Tougnan va nous en parler dimanche sur les intolérances alimentaires. Toute réaction aux aliments n'est pas une allergie alimentaire, mais peut-être une intolérance alimentaire. Donc, halte aux fake news. Parfois, tout n'est pas une allergie quand on a une réaction particulière. Mais quand c'en est une, et on va prendre l'exemple de l'allergie aux protéines de lait de vache qui existe chez nos nourrissons. Vous connaissez l'allergie IgE médiée. Vous savez que dans cette allergie IgE médiée, on suit l'évolution avec les IgE spécifiques, et vous savez que l'induction de tolérance aidant la décroissance du taux des IgE est proportionnelle à l'acquisition de tolérance. Autrement dit, ça vaut le coup de doser des IgE spécifiques chez un enfant qui a une allergie IgE médiée, ce qui représente 20% des cas quand même, et ça va nous permettre d'optimiser la réintroduction des protéines de lait de vache, parce que dans ces allergies IgE médiées, comme vous savez, celles-ci peuvent durer, et on le sait, avec des durées qui peuvent aller jusqu'à 8 ans, 10 ans, alors que l'allergie non IgE médiée est plutôt acquis au niveau de 1 an.
Donc on a les allergies IgE médiées, il y a les allergies non IgE médiées, vous les connaissez, c'est l'entéropathie, avec des enfants qui ont volontiers un eczéma, qui perdent du poids. Vous connaissez les deux autres formes d'allergies non IgE médiées caractéristiques, qui sont, pardonnez pour les acronymes anglais, le syndrome d'entérocolite induit par les protéines alimentaires. On en a parlé, hein, CEPA, je ne vais pas... maintenant, vous savez, donc on ne peut plus dire CEPA. Ce syndrome d'entérocolite induite par les protéines alimentaires, vous savez, c'est des enfants qui, 1 à 4 heures après l'ingestion d'aliments, ont des vomissements qui sont extrêmement importants, explosifs, et qui peuvent parfois mener jusqu'au choc hypovolémique. Vous connaissez aussi la coloproctite allergique, c'est des enfants qui sont volontiers au sein, mais qui peuvent aussi être allaités artificiellement, qui manifestent une allergie en émettant du sang dans les selles. Et ces rectoragies chez l'enfant bien portant peuvent faire évoquer ce diagnostic de coloproctite allergique. Donc vous avez ici les 3 formes d'allergie non IgE médiée. Pour l'instant, je vais doucement, vous allez voir le concept arriver petit à petit. Et puis il y a des formes qui sont ni IgE médiées, ni non IgE médiées, c'est les réactions mixtes, dont le principal... on va dire la principale situation clinique est représentée par ce qu'on appelle l'ésophagite à éosinophile. L'ésophagite à éosinophile qui, comme vous le voyez, depuis peu, même s'il n'y a pas du tout de consensus, commence à être prise en charge de plus en plus, à la fois par un traitement par IPP, par stéroïdes visqueux ingérés et par une diète alimentaire. Eh bien, ce que je voulais vous dire et qui est assez récent, c'est que plusieurs études, en voilà une, en voilà 2, 3, 4, 5. Je vous mets ces tableaux juste pour vous montrer la réalité de ces faits et non pas pour les décliner. Toujours est-il que dans toutes ces études, les choses sont assez claires. Quand on a une allergie aux protéines de lait de vache, on est 2 à 10 fois plus exposé à présenter des troubles fonctionnels intestinaux ultérieurement. A contrario, quand on a des troubles fonctionnels intestinaux, on a plus d'antécédents d'allergie aux protéines de lait de vache. Et cette étude de fin 2019 est assez intéressante parce que cette personne a utilisé un hydrolysate poussé de protéines de lait de vache associé à un probiotique LGG en adjonction à ce lait et avec une méthodologie qui est une méthodologie de clinique pratique et de suivi a permis de comparer l'évolution de ces enfants qui sont allergiques aux protéines de lait de vache et qui sont sous un lait sans protéines de lait de vache standard, sous un lait sans protéines de lait de vache plus l'enrichissement LGG et un groupe contrôle. Et on voit très bien que chez les enfants qui sont allergiques aux protéines de lait de vache, de manière extrêmement significative par rapport au groupe contrôle, eh bien, on a beaucoup plus de dyspepsie, de diarrhée fonctionnelle, de syndrome de l'intestin irritable, c'est-à-dire de troubles fonctionnels intestinaux. Et quand on rajoute un probiotique, eh bien, le profil de ces troubles fonctionnels intestinaux se cale et se calque sur le groupe contrôle. Ce qui voudrait dire, et on le voit de manière extrêmement significative, ce qui voudrait dire, et c'est 2 messages, c'est que, 1, quand on a une allergie aux protéines de vache, on est plus exposé au risque de TFI, mais quand on traite petit avec un probiotique donné à une dose donnée, il se pourrait que nous ayons un amendement de cette évolution négative. Autrement dit, quand on parle de marche allergique, et vous savez que quand on a une allergie aux protéines de lait de vache, tôt dans la vie, on est plus exposé à de l'eczéma, à de l'asthme, à de la rhinite allergique.
eh bien, on le voit ici, on est aussi exposé à faire des troubles fonctionnels intestinaux. Ici, il y a beaucoup de flèches, mais c'est juste pour décaler toutes les formes non IgE médiées qui sont bien séparées les unes des autres. Et on voit l'ésophagite éosinophile faire son apparition également dans ce qu'on appelle cette nouvelle marche allergique. Donc ça, c'est entre guillemets quelque chose qui est un petit peu novateur et qu'il nous faut partager. C'est ce potentiel évolutif chez les enfants allergiques, non seulement vers d'autres types d'allergies, mais aussi vers un trouble fonctionnel, en sachant que ces enfants qui sont allergiques, d'autant plus quand ils sont allergiques IgE médiés avec une durée d'évolution longue, un risque nutritionnel en particulier en termes de carence, de goût, et on le sait très bien dans le calendrier de l'oralité, que quand on est petit, moins d'1 an, on a ce qu'on appelle une fenêtre d'opportunité pour découvrir tout ce qui est la diversification, les textures, on appelle ça la période de néophilie, et fait suite à ça une période normale de néophobie entre 1 et 3 ans. Si pendant cette période de néophilie, il arrive que vous ayez soit des agressions, soit des pathologies, quelles qu'elles soient, et des agressions orofaciales, quelles qu'elles soient, que ce soit bêtement un forçage, des enfants qui sont forcés parce qu'ils ne mangent pas assez selon leurs parents, ou des enfants qui sont sondés, ou des enfants qui sont intubés. Vous savez que les troubles de l'oralité alimentaire sont 15 fois plus fréquents chez les enfants qui ont une intubation nasotrachéale antérieurement. Ceci est publié. Et donc on va avoir non seulement une période de néophobie importante, mais qui va être prolongée et qui va être d'autant plus difficile à appréhender. Et donc quand on regarde à l'inverse, et qu'on regarde ces enfants qui ont ces difficultés alimentaires, ces troubles de l'oralité alimentaire, on voit qu'ils ont eu des hydrolysats poussés de protéines plus tôt dans la vie. Et donc quand ils sont sous hydrolysats tôt et prolongés, eh bien, plusieurs études de cohorte ont bien montré qu'ils avaient des difficultés alimentaires, qu'ils avaient des goûts particuliers, qu'ils avaient une lenteur d'alimentation et même qui préférait du goût amer. Autrement dit, l'allergie aux protéines de lait de vache peut engendrer, elle aussi, des difficultés alimentaires ultérieurement, même si certaines difficultés alimentaires sont le fruit de vraies allergies aux protéines de lait de vache. Vous commencez à comprendre un petit peu le puzzle dans lequel je vais essayer de vous emmener. Alors certains disent mais les difficultés alimentaires, ça n'est pas une réalité en pratique. Il suffit d'être un petit peu incisif et contenant. Si l'enfant ne veut pas manger, on lui donne une bouchée, il ne veut pas. On lui donne 2 bouchées. On prend à ce moment-là un phénomène qui est et là, il mange direct. Je veux dire, il est tranquille. Alors vous allez en dire, bon, ben, c'est facile. Et c'est vrai que dans les éléments de difficulté alimentaire, la guidance parentale, c'est facile de l'appréhender et de dire, voilà, il faut une ambiance calme, sans distraction. Oui, mais ça, c'est dans le meilleur des mondes. Les difficultés alimentaires, sur les 132 patients qu'on a vus en consultation et qu'on a vus de manière consécutive avec un interrogatoire qui est semi-automatisé, eh bien, on a vu que, à notre grande surprise, il y en avait une grande partie qui venaient consulter parce qu'ils n'appréhendaient pas les morceaux. Je ne sais pas si vous avez ça en consultation, avec ces enfants qui viennent, qui ont 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi, parfois plus, et la mère dit, ben, je suis obligé encore de le faire mixer comme quand il était bébé parce qu'il ne veut pas prendre les morceaux. Et c'est vrai que l'ANSES nous a appris que pour gérer les morceaux, il faut avoir des compétences qui soient des compétences particulières. Par contre, ce qui n'a jamais encore été montré, c'est que quand on ne peut pas gérer les morceaux, ben, ça veut dire peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas acquis. Je répète, si on n'a pas acquis quelque chose, on ne peut pas les gérer,
Mais à un moment, l'évolution arrive, et est-ce que ce défaut d'acquisition se pérennise dans le temps? Et donc nous avons fait un focus sur ces problèmes de ne pas manger les morceaux et d'irritabilité sensorielle, et ce n'est pas une surprise pour nous, peut-être et sûrement pas pour vous non plus, mais sachez que quand un enfant n'est pas capable, pendant la période de 7-10 mois, à chaque fois qu'il voit un objet, de prendre cet objet et de l'explorer avec la bouche, ça c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Entre 7-10 mois, la plupart des parents ont peur qu'ils mettent une cacahuète, quelque chose, et on le surveille. D'accord ? Si jamais il n'a pas ce réflexe d'appréhender avec les yeux, on appelle ça le visio-main et le main-bouche, eh bien, de manière très significative, par rapport à une population contrôle, il va avoir du mal à manger les morceaux ultérieurement. Ce qui veut dire que si vous avez en consultation un enfant qui, vers l'âge de 7-11 mois, eh bien, n'est pas intéressé par son environnement et ne l'explore pas avec la bouche, il faut le solliciter, car il risque de présenter ultérieurement un problème qui va être handicapant au niveau social. De même, au niveau de son contact avec le sol, de son contact avec des textures qui sont des textures collantes, eh bien, ces enfants-là ont beaucoup de difficultés à appréhender, ne serait-ce que le contact avec herbe ou sable, et donc il faut les solliciter de manière itérative. Ça a l'air difficile ce que je vous dis, c'est-à-dire vous avez dit, mais ça veut dire que quand il ne marche pas sur l'herbe, ça veut dire qu'il va avoir du mal à manger les morceaux plus tard. Eh bien oui, c'est un contexte global, car manger, c'est tous les sens en éveil, ce n'est pas qu'avec la bouche. Exemple, vu sur Google, hein, voilà, cet enfant-là, il est bien sur le sol, vous le mettez sur l'herbe, pas possible. Voilà. La mère réessaye, et à nouveau, il revient. Il y en a qui carrément évitent. Alors vous allez me dire, oui, ben là, on est dans une situation, elle n'a pas l'air d'être dans le déficit nutritionnel. Certes, mais ces enfants-là ont des irritabilités sensorielles et vont avoir des difficultés, probablement pour manger ultérieurement des morceaux ou appréhender des textures qui sont des textures collantes. Donc, laisser les enfants se salir, ça fait partie du processus qui va leur permettre de manger normalement. Et quand on a ces difficultés alimentaires, quand on a loupé, entre guillemets, cet élément d'échelle d'intégration sensorielle, eh bien, de plus en plus, on est en train de faire une association, et dans notre étude, on a plus de 55% de nos enfants qui ont des difficultés alimentaires qui sont également constipés. Eh bien, il y a une association entre la constipation et cette irritabilité sensorielle. Ce papier de décembre 2019, donc ça fait quelques mois, vient de le montrer, c'est-à-dire des enfants qui sont constipés et qui ont des scores de sensibilité sensorielle. Ça existe, c'est des choses qui ont été développées chez les enfants qui ont des troubles du spectre autistique, qui sont beaucoup plus importants qu'une population contrôle. Autrement dit, la peur de faire caca, entre guillemets, avec, quand l'étron arrive, une sorte de sensation de non-contrôle, une sensation d'irritabilité, peut être à l'origine de symptômes. Là où je veux en venir, c'est que difficulté alimentaire peut être associée à des troubles fonctionnels intestinaux. Difficulté alimentaire, c'est peut-être un trouble fonctionnel intestinal. Et quand on a un type de trouble fonctionnel intestinal, et ça peut-être que dans vos consultations, vous l'avez déjà remarqué, c'est des enfants qui sont à la fois constipés et qui ont à la fois du reflux. Eh bien, quand on traite, pH-métrie à l'appui, quand on traite une constipation chez les enfants qui ont un reflux, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Non seulement on améliore la constipation avec plus d'exonération, mais en même temps, on diminue l'index de reflux. Autrement dit, et ça nous l'avons publié, avoir un trouble fonctionnel intestinal, ça n'est rarement qu'un trouble isolé, la moitié des cas. Dans la majorité des cas, ce sont des troubles associés. Et donc, arrêtons de dire « à cet enfant, il vient parce qu'il régurgite ».
ou cet enfant il vient parce qu'il a des coliques du nourrisson, ou cet enfant il vient parce qu'il est constipé. Non, le plus probable, c'est qu'il ait plusieurs choses en même temps. Et ça, on l'a démontré en France sur 2757 nourrissons, et peut-être que certains d'entre vous, et je l'espère, ont fait partie de ce qu'on est en train de publier dans Acta Pediatrica, qui était l'observatoire Gazelle, peut-être ça parle à certains d'entre vous. Eh bien, puisque le Maroc a été le leader des inclusions, au niveau des médecins qui ont inclus, on a quand même inclus en Afrique 10 812 nourrissons, et on a exactement les mêmes résultats qu'en Europe, qu'en Italie, qu'en France, à savoir, quand un enfant vient parce qu'il a un trouble fonctionnel, en fait, probablement, il en a plusieurs. Et donc, il faut ne pas en traiter un, mais prendre en considération plusieurs, en sachant que quand on en améliore un, souvent, on améliore les autres. Mais encore faut-il les identifier. Je poursuis. Avec cet enfant qui vient en consultation, je vous le mets en gros plan, mais en fait, la mère, elle ne vient pas du tout pour son aspect, parce qu'il est très mignon, il est très attachant, et il vient vers vous, il n'arrête pas de vous faire des câlins. C'est parce qu'il a un problème au niveau proctologique, et je fais toujours cette conférence à distance des repas pour les raisons que vous imaginez. Et donc, on voit très bien, et là, quand je vous dis on voit très bien, tout le monde se dit « mais qu'est-ce qu'il a ?» Donc, un des éléments importants de l'examen proctologique, c'est évidemment d'exposer la marge anale. Et quand on expose la marge anale, et ça c'est important que vous voyez ça, on a souvent un repli cutané qui bombe au-dessus du prolapsus rectal qui est sous-jacent. Le prolapsus rectal, le plus souvent, il est comme ça. Mais parfois, vous avez un bombement cutané qui recouvre ce prolapsus, et donc il faut l'exposer pour pouvoir le visualiser de la meilleure manière que ce soit. Le prolapsus rectal, ça peut être dû à une allergie aux protéines de lait de vache, et cette belle publication de 2020, février 2020, donc ça vient de sortir, c'est en préprint, montre que sur une bonne série, évidemment, c'est des enfants qui sont constipés, qui ont cette possibilité d'avoir ce prolapsus rectal. J'en rappelle pour ceux qui ne comprennent pas très bien ce que c'est le problème de prolapsus rectal par rapport au prolapsus urétral. Ça, c'est chez la jeune fille, souvent africaine. C'est un prolapsus urétral. Mais là, je parle du prolapsus rectal chez cet enfant. D'accord ? Donc, il a un prolapsus rectal. Pourquoi il vient me voir ? Parce qu'il a du mal à manger. Il vient me voir, il a du mal à manger, alors je vais vous aider, je vais voir d'autres patients, et puis il y en a un que j'ai pris sur Google, il pourrait avoir cette tête-là. D'accord ? Prolapsus rectal, il a du mal à manger, il a cette tête-là. Et je vois qu'à l'unisson, vous avez toutes et tous ici fait le diagnostic de syndrome de Williams, et effectivement, vous connaissez le syndrome de Williams, qui est ce syndrome qu'on appelait autrefois syndrome de Williams et Beuren, qui est maintenant appelé syndrome de Williams, qui correspond à ces enfants qui ont une petite délétion sur le chromosome 7. Quand on fait un karyotype, c'est normal. Qui sont ces enfants que souvent le cardiologue voit parce qu'ils ont des cardiopathies, avec en particulier des ressaisissements mitraux. Parfois, ils ont des petites hypercalcémies néonatales. Ils ont un faciès particulier, avec, certains disent, des oreilles d'elfe. Mais pour ceux qui n'ont jamais vu des elfes, c'est difficile de savoir ce que c'est. Les oreilles de Spock, pour ceux qui aiment mieux Star Trek, on va dire. Et donc, le syndrome de Williams-Beuren, c'est un syndrome qui associe un suivi cardiologique, un suivi par rapport à ses difficultés alimentaires, et aussi un suivi pédopsychiatrique. C'est des enfants qui sont très attachants, mais qui ont dans leurs attaches, on appelle une trop belle socialisation, c'est-à-dire que ils embrassent tout le monde, ils discutent avec tout le monde, mais sans avoir une réelle pertinence dans le discours. Mon point est le suivant,
et ça a bien été identifié. Et ici, je vous mets en prime, puisque ça n'est pas encore sorti. Ça va sortir la semaine prochaine dans le JPGN. Voilà les nouveaux guidelines, c'est-à-dire les guides de la prise en charge de la maladie cœliaque de l'enfant, qui est proposé par la Société européenne de gastro-entérologie et nutrition. Et donc, vous voyez qu'il y a 3 syndromes génétiques où la maladie cœliaque est la plus fréquente, la trisomie 21, le syndrome de Turner et le syndrome de Williams. Et puis, mais ça vous le savez, de l'auto-immunité. Vous connaissez les signes évidemment intestinaux et les signes extra-intestinaux. Hein. Nous en avions parlé à Tanger l'année dernière. Eh bien, je vais aller très très vite. Hein. Je ne vais pas vous montrer le guidelines de manière extrêmement précise. Quelle est la nouveauté de tout cela? Je suis à votre disposition si vous voulez que nous le déclinions. Mais qu'est-ce qui est nouveau? Eh bien, c'est qu'en premier lieu, comme on le faisait avant, on dose les IgA total et les IgA antitransglutaminase. S'il y a un déficit en IgA, il faut doser les IgG. On ne dose pas en première intention les endomysiums et les gliadines des aminés. Si jamais le taux est inférieur à 10 fois la normale et qu'on a une suspicion, il faut faire une biopsie. Mais c'est ça la nouveauté. Si jamais vous avez un taux qui est à 10 fois la norme, plus des endomysiums qui sont des anti-endomysiums qui sont positifs, il n'y a plus lieu, contrairement à ce qui était préconisé jusqu'à présent et qui était un frein important, en particulier au Maroc, où vous n'aviez pas facilement le dépistage du HLA DQ2, DQ8, il n'est plus nécessaire de demander le HLA DQ2, DQ8. On a une valeur de sensibilité et de spécificité suffisante avec IgA antitransglutaminase à 10 fois la norme, IgA anti-endomysium et une clinique qui est évocatrice. Pour être dans la même situation que les autres pathologies, comme vous voyez, quand on a une maladie cœliaque et que l'enfant revient parce qu'il a mal au ventre, tout de suite, je sais que dans votre esprit, vous dites « Ah, il ne suit pas bien son régime ». Eh bien, dans la majorité des cas, il suit bien son régime. Le problème, c'est qu'il a un trouble fonctionnel associé. Car dans la maladie cœliaque, il y a à peu près 4 à 5 fois plus de troubles fonctionnels que dans la population générale. Donc vous avez vu qu'il y a l'allergie aux protéines de lait de vache, vous avez vu qu'il y a la maladie cœliaque, et je décline une autre observation avec cet enfant qui vient pour gastro-entérite assez sévère, il n'arrête pas de vomir, et on a voulu lui mettre une sonde pour essayer de lui mettre du soluté de réhydratation orale. Il vomit, on lui a mis de l'endocétron. Peut-être que vous utilisez l'endocétron dans les gastro-entérites qui vomissent beaucoup. Il y a beaucoup de publications dans ce sens. Peut-être que vous leur donnez des médicaments. Vous savez que la dernière méta-analyse dit que le meilleur, ce serait de donner du Smecta et du LGG, mais le racécadotril ayant peu de pertinence. Mais c'est des choses qui sont à évoquer. Vous savez qu'en France, on a interdit le Smecta chez le moins de 2 ans parce qu'il y a des traces de plomb, mais c'est des traces qui sont à l'état de traces. Aucun cas de saturnisme n'a été détecté. Je rappelle que dans les hydrolysadries, il y a de l'arsenic et on a continué quand même à donner des hydrolysadries à nos nourrissons, car ces traces sont exceptionnelles. Toujours est-il que ce qui m'amène, c'est pas le fait qu'il ait une gastro-entérite, c'est le fait que quand on regarde sa bouche, on la trouve un peu particulière pour une gastro-entérite. Et que, en faisant l'endoscopie, même si vous n'êtes pas endoscopiste, vous allez bien comprendre très rapidement qu'il y a des dépôts blanchâtres qui sont bien importants et qui montrent qu'il y a des ulcérations de tout cet œsophage. C'est rouge. Vous voyez comment c'est ulcéré? Tout ce qui est blanc, c'est d'ulcère. On a l'impression que l'œsophage va partir en lambeaux. Et que si on fait une photo, on voit ceci.
des coulées de nécrose. Qu'est-ce que cet enfant avait? Absolument pas une gastro-entérite émétisante, parce que souvent on dit il a une gastro sans diarrhée, juste il vomit. Souvent on dit ça. D'accord? Ben, qu'est-ce qu'il avait, cet enfant? C'est qu'il avait de lui-même chauffé son biberon, parce qu'il est de bonne nature dans cette famille de chauffer le biberon, et il s'est brûlé l'ésophage. Pourquoi j'en parle? C'est parce que dans les recommandations françaises, il est non recommandé, voire interdit de chauffer le biberon au micro-ondes pour le lait artificiel, mais surtout, et ça je suis sûr que vous, comme nous, vous avez différents types de micro-ondes. Quand la maman a l'habitude de chauffer avec un type de micro-ondes, entre guillemets, ancienne formule, ici, il lui faut 20 à 30 secondes pour être à température ambiante. Mais si jamais elle change de micro-ondes et qu'elle prend celui-ci, à ce moment-là, elle peut le brûler. Et alors là, tout le monde va me dire, oui, mais la maman, elle secoue un petit peu, elle le met sur le dos de la main. Oui, c'est vrai, mais ici, qui n'a jamais mangé quoi que ce soit au micro-ondes? Tout le monde a mangé quelque chose chauffé au micro-ondes, je le sais. D'accord? Et qui ici, lors de sa première bouchée, n'a jamais dit « Tiens, c'est bon, c'est chaud, heureusement que j'ai bien suivi le mode d'emploi qui était marqué sur l'emballage. » Et puis à la deuxième bouchée, il dit « Ah mince, c'est froid. » Puis à la troisième bouchée, « Ah mince, oh, c'est trop chaud. » Le principe du chauffage au micro-ondes, c'est le côté inhomogène. Même si vous secouez, entre guillemets, aucune maman prend le lait et le biberon de lait pour un orangina, c'est sûr. Autrement dit, il faut faire attention, et nous avons publié quelque chose à cet égard, car en France, dans le 19e arrondissement, 70% des mamans chauffent le lait au biberon, et il faut savoir avoir des recommandations particulières. Toujours est-il que, ici, dans cette histoire, je reviens toujours à mon fil rouge, c'est la gastro-entérite. Et la gastro-entérite, publication à l'appui, et c'est connu déjà depuis longtemps, quand on a une gastro-entérite, on a 3 à 10 fois plus de chances de développer un trouble fonctionnel intestinal. Ici, tout le monde a eu des enfants qui venaient pour des diarrhées chroniques banales, avec une mère qui dit « ça a commencé par une gastro ». Avant, il n'avait rien. Puis à partir de ce moment-là, ça a commencé par une gastro, puis après, il a eu de la diarrhée, et puis maintenant, je m'en sors plus. Et c'est une gastro traînante. Sauf qu'une gastro, ça ne traîne pas 6 mois ou 9 mois. Je poursuis avec cet enfant de 7 ans qui, comme vous voyez, a une balanite avec une orchite qui ne le rend pas très très en forme, n'est-ce pas? Avec ici un purpura rhumatoïde. Et ce qui m'amène à le voir, c'est l'interne qui me dit « Oui, voilà, il vient, il a un purpura rhumatoïde. » Je dis « Oui, d'accord. » Il me dit « Oui, je viens, mais et c'est pour ça que je t'appelle, parce que bon, il avait mal au ventre. » Je dis « Oui, oui. » Il me dit « D'ailleurs, tu l'as vu en consultation, il t'avait diagnostiqué il y a 15 jours un purpura rhumatoïde. » J'ai dit « Oui, oui. » Tu avais fait la NUM et tu avais fait le bandelette urinaire. J'ai dit oui, oui. Là, je viens t'appeler et te voir parce que la maman cherche à te voir absolument. Elle est un peu remontée parce que le petit, il est aveugle. Je lui dis pardon. Il me dit il est aveugle. Je lui dis alors là, j'y comprends rien. Et de manière un petit peu agressive, hein, mon collègue interne dit bah lui, il y voit rien. Je dis ah bon? Et là, avant d'aller voir évidemment cet enfant, je tape tout de suite sur la banque de données, hein, problème oculaire, purpura rhumatoïde, et puis problème neurologique, purpura rhumatoïde. Et cet enfant, effectivement, avait ce qu'on appelle PRES, c'est-à-dire une encéphalopathie postérieure qui correspond à une vascularite régressive spontanément, mais en 3 semaines. Pendant 3 semaines, il n'a pas bien vu. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Et ce qui est remarquable, hein, c'est ce côté régressif de cette complication, qui est une complication grave, qui a été reportée récemment dans la littérature. Comme j'avais vécu l'observation, je voulais vous en faire part. Ça fait partie des complications du purpura rhumatoïde qui sont peu, on va dire, évoqué, même si on le sait par un schéma que j'avais fait il y a longtemps, le purpura rhumatoïde peut toucher tous les organes. Et je reviens sur mon fil rouge, le purpura rhumatoïde, comme les pathologies précédentes,
expose à des TFI ultérieurs à plus de 8 fois par rapport à une population contrôle. Et ceci est le cas également pour les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, pour les maladies auto-immunes, en sachant que les maladies auto-immunes, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et les vascularites peuvent être liées les unes avec les autres, dans la majorité des cas, sauf celle-ci, celle du nourrisson que vous connaissez, qui est l'œdème aigu hémorragique du nourrisson, qui est une vascularite bénigne qui ne s'associe pas avec les problèmes dont nous venons de parler. Toujours est-il que vous avez bien compris que depuis longtemps, on sait que ces troubles fonctionnels intestinaux sont la résultante de plusieurs phénomènes. Génétique, hypersensibilité viscérale, le lien cerveau-intestin, dysmotilité, parfois 1% selon certaines études, un abus, l'environnement, post-infectieux, inflammatoire, c'est ce qui a été publié avec le microbiote comme lien entre ces différents éléments. Quand on voit cette hypersensibilité viscérale, ça veut dire quoi l'hypersensibilité viscérale? Ça veut dire quoi l'intestin irritable? Ça veut dire que quand on a une agression à l'intérieur de cet intestin, eh bien, on a une expression qui est majorée à la fois en intensité et à la fois en importance en termes de projection spatiale. Autrement dit, ici, chez un témoin, quand on gonfle un ballonnet ici, on a juste mal là où on gonfle le ballonnet. Alors que si l'enfant a une hypersensibilité viscérale, quand on gonfle un ballonnet ici, on a mal un petit peu partout. Et quel que soit qu'on ait une adénopathie, qu'on ait une constipation, qu'on ait une situation quelconque de troubles digestifs, tout ceci majore de manière extrêmement importante. Et c'est ce que je viens de vous montrer au travers de tous ces cas cliniques. On savait que les troubles fonctionnels intestinaux peuvent être dus à des syndromes post-infectieux. Mais maintenant, depuis 2020 et depuis les différentes publications de l'année dernière et de l'année d'avant, on sait maintenant que les maladies auto-inflammatoires également peuvent générer des troubles fonctionnels intestinaux, les vascularites, la maladie cœliaque, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les difficultés alimentaires, et même quand on a des troubles fonctionnels intestinaux, il y a une association avec plusieurs types de troubles fonctionnels intestinaux. Et donc, c'est l'objet de mon message de ce soir. Quand on était plus jeune, on avait appris que dans les pathologies, il y avait les pathologies organiques et les pathologies fonctionnelles. Eh bien, maintenant, on sait que les pathologies organiques peuvent être associées entre elles, que des pathologies fonctionnelles peuvent être associées entre elles, et que certaines pathologies organiques peuvent engendrer des pathologies fonctionnelles ou être, on va dire, en même temps, arriver en même temps que des pathologies fonctionnelles. Et ça, c'est des choses que tout le monde sait, mais sans que ce soit vraiment écrit. C'est un concept que je propose de partager avec vous ce soir. Et vous allez me dire, alors pourquoi tout ça? Probablement parce qu'il y a une modification du microbiote. On n'en est absolument pas sûr. Et alors vous allez me dire, mais alors comment on peut faire quand on a une maladie, qu'elle soit allergique, inflammatoire, infectieuse, on sait que son microbiote est différent. Comment pourrait-on faire pour rééquilibrer cette dysbiose et ce microbiote pour éviter qu'il ait des troubles fonctionnels intestinaux plus tard? Parce qu'ici, vous le savez, des troubles fonctionnels intestinaux, c'est facile à identifier, mais c'est très difficile à traiter, les troubles fonctionnels intestinaux. Autrement dit, c'est un handicap qu'il faut essayer d'enlever pour nos enfants. Alors, il y a des concepts, et ici, toutes et tous, vous avez eu ce concept de nos grands-parents, d'après une cure d'antibiotiques ou une infection, de donner des probiotiques. Mais est-ce que c'est suffisant? On ne sait pas. Est-ce qu'il ne faut pas tout changer et faire ce qu'on appelle de la transplantation fécale, c'est-à-dire changer complètement le microbiote? Mais la transplantation fécale, actuellement, et on l'a vu, elle se fait uniquement en instillant en coloscopie ou en sonde jéjunale de l'ultrafiltrat de sel. Et ça, en période préprandiale, c'est pas facile à évoquer devant vous, je dois le dire.
d'accord? Même si c'est un concept que les gens ont bien en tête, hein. On a demandé, pour faire notre banque fécale, on a demandé des volontaires qui soient des volontaires sains, avec une rémunération de 30 € l'étron. Et on a vu, à notre grande surprise, une queue devant l'hôpital qu'on n'avait jamais vue depuis longtemps. Donc les gens sont prêts, en tout cas, à vendre leurs excréments à prix qui mérite. Si jamais vous voulez, par vous-même, faire une transplantation fécale, c'est possible. Il faut que vous ayez tout ce matériel. Vous récupérez vos selles et c'est, à mon avis, sans aucun problème. Actuellement, comme vous le savez peut-être, on est en train de les mettre en gélules. Actuellement, il faut 25 gélules par jour. Mais avec 25 gélules par jour, pendant 5 jours, on peut faire une transplantation fécale. Et donc, il se peut que bientôt, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, quand on a une infection allergique, une infection, une vascularite, quoi que ce soit, eh bien qu'on se, entre guillemets, se rebooste un petit peu son microbiote. C'est possible qu'à l'hôpital, bientôt, on ait des situations où ça va faire partie des traitements courants, peut-être, nous ne le savons pas. Toujours est-il que pour l'instant, il n'en est pas question. Il faut suivre l'exemple des bébés qui dorment à la fois paisiblement toutes en mimant ce que vous voyez sur les agressions extérieures, mais pour que vous soyez bien pris en charge et pour que vous ayez toute cette volonté de bien prendre en charge les enfants en respect avec à la fois notre président et ce qui nous unit aujourd'hui, je pense qu'il est important avant tout de continuer à échanger et apprendre jour après jour. Je vous remercie de votre attention.